Alors, salut à tous, ici Renaud Lefort, commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey. Je vous fais cette vidéo-là, premièrement, dans le but de vous présenter les différents trophées de cette saison 2019-2020. Premièrement, j'aimerais juste faire le point sur notre situation actuelle. Écoutez, c'est une situation pas facile pour plusieurs Québécois en ce moment. Alors oui, la Ligue, on écope aussi là-dedans. On a dû malheureusement annuler nos séries éliminatoires. Alors, l'histoire ne dit pas encore si on va peut-être les poursuivre au mois de septembre. Alors, c'est quelque chose qu'on aura à discuter là, dans les prochains jours, soit le 30 mars, lundi prochain, avec les propriétaires. On va voir comment est-ce qu'on va gérer cette situation difficile-là. C'est pas facile pour personne. Alors, dans ce cas-là, écoute, on va tout simplement poursuivre les démarches et rester informé là, en jour. La situation change tellement rapidement. On ne peut pas rien confirmer pour l'instant, mais ce sera annoncé très prochainement, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va poursuivre avec les séries au mois de septembre et retarder la saison 2020-2021? C'est ce qu'on va discuter dans les prochains jours. Alors voilà, le point est fait là-dessus. Pour ce qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu, notre investisseur qui était prévu pour investir sur l'équipe, avec les situations difficiles qu'on vit actuellement, a décidé de repousser à la saison 2021-2022. Par contre, l'histoire ne dit pas si il n'y a pas d'autres propriétaires qui vont se mentionner pour prendre l'équipe en charge dès la saison prochaine. On se donne encore un mois, autant avec la Ville, autant avec la Ligue que moi-même, qui va poursuivre avec des démarches de certains investisseurs qui m'avaient témoigné leur intérêt de participer à cette équipe-là, Saint-Jean-sur-Richelieu. On verra voir la situation, comment ça va se dérouler dans le prochain mois. Mais on ne baisse pas les bras et on garde encore l'optimisme de voir Saint-Jean-sur-Richelieu arriver dans notre Ligue dès la saison prochaine. Ceci étant dit, la raison de cette vidéo-là est vraiment pour vous présenter les différents trophées de notre saison 2019-2020. Et j'ai décidé de réunir un paquet de beaux mondes. Vous les voyez probablement ici dans les icônes, l'autre bar ici, voilà. Alors, messieurs, vous êtes premièrement les animateurs, commentateurs, analystes de notre web télé en direct, la tv.lnh.com, qui a connu un fort succès cette année. Et je pense que vous faites partie de l'équation de ce succès-là. Bonjour, messieurs, ça va bien? Oui. Bien. Salut, Renaud. Merci de votre présence. Et premièrement, on va commencer ça avec le doyen du groupe, celui qui est là depuis de nombreuses années. Il y en a deux doyens, disons-le. Est-ce que je me trompe ou Pierre est le vrai doyen? Je suis le vrai doyen, je suis là depuis les 24 ans. Bon, Pierre, on va commencer ça avec toi. À tout seigneur, tout honneur. Vas-y, mon Pierre, présente-nous les premières catégories, s'il te plaît. Dans la catégorie meilleur gardien, les nommés sont Étienne Marcoux de l'Assurancière de Thetford, également Philippe Cadorette, également de l'Assurancière de Thetford, et Francis Leclerc des Pétroliers du Nord. Et le gagnant est Étienne Marcoux de l'Assurancière de Thetford. Alors voilà, pendant qu'on revoit là, tous les nominés ici présentement, en commençant avec Cadorette, Leclerc et Marcoux. On va revoir quelques beaux jeux. Je pense qu'on les a diffusés légèrement un peu en retard. Alain, si la prochaine fois on est capable de le faire plus rapidement, on va diffuser les vidéos dès la nomination là, de nos animateurs. C'est difficile de ne pas souligner la performance de ces trois gardiens de but-là. Ils ont été excellents à peu près dans toutes les rencontres. On ne peut même pas dire à Thetford qui était le premier et le deuxième. Alors, c'était très difficile au niveau des gardiens. Ouais, il faut dire que dans les trois gardiens de but, Francis Leclerc a été le gardien qui a eu le plus de victoires. Il a été très utilisé. Dans le cas de ceux de l'Assurancière de Thetford, il faut donner la palme à Étienne Marcoux cette année. Première saison dans la Ligue nord-américaine de hockey. Meilleure moyenne de buts alloués, meilleure moyenne d'efficacité. Et moi, pour moi, il était, et c'est rien pour enlever à Philippe Cadorette, mais il a été un des bons éléments de l'Assurancière. Pendant qu'on voit encore là, ici les meilleurs moments d'Étienne Marcoux avec quelques arrêts spectaculaires. Pour revenir au point de Jean, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué aussi. Le fait que l'Assurancière avait deux bons gardiens, était capable de vraiment, peu importe qui était sur la patinoire à un match donné, l'entraîneur-chef Bobby Barry pouvait facilement compter, pouvait avoir confiance en ses gardiens. Puis une mention honorable, puis Pierre t'en a parlé aussi par rapport à
Francis Leclerc. Francis Leclerc, c'est un gardien qui est arrivé en début de saison. Il n'a pas débuté la saison. Un gardien qui arrive du junior majeur, qui n'a quand même pas énormément d'expérience dans le grand ordre des choses. Une recrue dans la Ligue nord-américaine et il a vraiment fait tout un travail pour les Pétroliers. Mais chapeau Étienne Marcoux, vraiment, là, ça a été... Les trois gardiens auraient pu l'emporter, là, mais Étienne Marcoux, là, oui, c'est démarqué là-dessus et c'est tout à son honneur. Pour faire du pouce, messieurs, je pense par contre, et Jean, tu pourrais peut-être parler aussi du côté des éperviers. Il y a peut-être un grand oublié dans ces gardiens de but-là, c'est Gélina du côté de Sorel-Tracy, que lui aussi avait fait a fait un travail incroyable là, du côté des éperviers. Gélina est arrivé presque en renfort avec Karel Saint-Laurent, qui était en principe le numéro 1 de l'équipe. Puis, à un moment donné, Gélina a pris le poste. Et il a vraiment été très, très, très solide. Mais les éperviers ont tellement connu de problèmes cette saison, notamment avec les blessures. Et puis, le personnel qui était supposé d'arriver, il n'est jamais arrivé. Alors, quelque part, ça paraît, il y a moins de victoires, il y a eu moins de bons matchs. Mais effectivement, Gélina. Et là, on a même vu Cousineau refaire scène 1, prise 2 de ce qu'il avait fait il y a 2-3 ans, revenir au mois de janvier et entamer les séries en principe. Avec, alors, du côté de Gélina, où effectivement, ça aurait pu être dénominé, mais c'était difficile de déclasser les trois autres. Effectivement, on va poursuivre encore là avec Pierre. Pierre Nadeau, s'il vous plaît, présente-moi maintenant la catégorie du joueur le plus utile à son équipe. Oui, les nommés sont Maxime Missenauer des Pétroliers du Nord, également Maxime Lecourt de l'Assurancière de Thetford et Alexandre Kennel des Marquis de Jonquière. Et le gagnant c'est Maxime Lecourt de l'Assurancière de Thetford. Pendant qu'on voit les images là, défiler sur les trois nommés de cette catégorie. Alors voilà, on voit les beaux jeux de tous et chacun. Maxime Missenauer qui a probablement marqué le but de l'année dans la Ligue nord-américaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous désignez ce but-là comme étant le but de l'année dans la Ligue nord-américaine, messieurs? C'est solidement un des meilleurs, l'un des plus... il est dans le top 3, il faut le dire. Missenauer qui a connu quand même une belle saison. Peut-être eu un peu plus de difficultés après sa blessure, mais a quand même terminé la saison en force. Je vais te dire, j'avais peut-être un faible sur son but, étant donné que ça me faisait drôlement penser à un coup de baseball. Ouais. Et Kennel aussi, on va parler de blessure. Ça, c'est une grosse perte là, pour les Marquis. Là. Dominique, tu pourrais peut-être mieux m'en parler. Là. Absolument. La perte d'Alexandre Kennel, ça fait mal vraiment au mauvais moment où les Marquis là, étaient en train de remonter la pente là, en deuxième moitié de saison. Oui. Et ce match-là, à Thetford Mines, là, où 2 ou 3 joueurs sont tombés pratiquement en 2 ou 3 présences, ça a vraiment fait retomber. Même si les Marquis avaient quand même espoir, mais la perte de Kennel, qui était vraiment le leader à l'attaque chez les Marquis de Jonquière, là, a énormément fait mal. Oui, du côté de Lecourt, au début de la saison, je le trouvais un peu moins piqué. Puis à un moment donné, il a explosé. Et moi, je suis de l'avis de Dominique un peu. Ça a été Kennel qui a quand même, au moment où ça allait pas bien avec Jonquière, Kennel est arrivé, puis à un moment donné, il y avait des matchs, c'est lui qui le contrôlait. Alors, mais Lecourt a toujours été le joueur extrêmement dangereux. Et il nous a fait mal à quelques reprises. Il faut dire, dans le cas de Maxime Lecourt, moi je l'ai vu jouer, c'est un des joueurs qui a disputé les 36 matchs cette année. Et quand il est sur la patinoire, il y a toujours quelque chose qui se passe avec lui. Il peut jouer en avantage numérique, en désavantage numérique à 5 contre 5. Il a joué au début de la saison avec Christophe Lausier et également Alexandre Tremblay. Et lorsqu'on l'a séparé pour l'envoyer avec Hugo Carpentier et Joey Rattel, rien n'a paru. C'est comme s'ils avaient joué ensemble depuis 3-4 ans. Donc, Maxime Lecourt, c'est le joueur et il est très adulé du côté de l'assurance. Je peux vous le confirmer. Et souviens-toi, Pierre, il y a quelques années à peine, Maxime Lecourt ne faisait pas partie de l'alignement partant de l'assurantiel. Il faut remonter à 3-4 ans à peu près. Il y a eu des absences. Il a réintégré Maxime Lecourt. Ouais. Il a fait sa place tout de suite. Puis depuis ce temps-là, Bobby Barry ne peut plus le tasser. Exactement. Et ça, tu as effectivement raison, Dominique, là-dessus.
Maxime Lecourt ne comptait pas et jamais qu'il ne critiquait, il n'était pas en uniforme, ne critiquait jamais. On parle de son sourire, il était toujours très avenant. Et c'est un fait, on n'a pas eu le choix. Il a continué, il a persévéré. On se demandait pourquoi on ne l'utilisait pas, mais bref, il a continué. Et puis, à force de travailler, ben, il est rendu maintenant le joueur, un des joueurs qui marque l'histoire de l'assurantiel. Le joueur le plus utile. Oui, et en même temps, ça paraît bizarre, mais si on prend juste depuis que l'Assurantia s'appelle l'Assurantia depuis 4 ans, ben c'est celui qui a le plus de points, le plus de buts, le plus d'aides. Ouais. Voilà. Alors, on va poursuivre ça, messieurs, avec Vincent Lanois. Vincent, es-tu là? Oui, je suis là. Alors, Vincent, premièrement, bonjour, félicitations pour ton travail. Je voulais juste te le dire, tu es souvent tout seul, tu fais ce travail-là en seul homme, mais tu le fais si bien, tu prends tous les chapeaux à toi. Et je voulais te féliciter sérieusement là, aussi à quel point tu es capable de rester très neutre dans tes commentaires, on va le dire. Pour vous tous, c'est quand même c'est un défi de rester neutre. Vous suivez vos équipes, vous êtes résident. Pour la plupart, vous faites même les voyages avec vos équipes. Fait que c'est sûr que c'est pas toujours évident de rester neutre, mais il faut se rappeler, bien entendu, que quand on joue des matchs à la maison, c'est souvent les gens de l'équipe visiteur qui regardent nos matchs en direct. Fait que c'est toujours un beau défi. Mais Vincent, je voulais vraiment te féliciter. Je sais à quel point tu es proche du 3L, mais j'ai jamais, en aucun cas, senti cette saison du favoritisme de ta part. Et je voulais te féliciter pour ton professionnalisme. Merci, Renaud. Écoute, c'est sûr que l'an passé, ce qui était le fun, c'est que les gens nous écrivaient sur Facebook. Parfois, je voyais certains commentaires passer. Donc là, cette année, en début d'année, je me suis dit, là, on est en 2020, on va essayer de justement être neutre, même si les trois, je les connais bien. Puis je pense qu'effectivement, on a eu... écoutez, je pense j'ai fait attention à ça. Puis ça a bien été, surtout en étant tout seul, des fois à deux. C'est là qu'on pouvait s'assiner puis qu'on pouvait peut-être pencher la balance sur plus vers les 3L. Mais en étant tout seul, c'est peut-être un peu plus facile de gérer un peu ce côté-là de la game. Là. Effectivement. Et vas-y donc, s'il vous plaît, Vincent, maintenant avec la catégorie du meilleur défenseur. Écoute, on a quand même 3 candidats assez solides, mais je pense que le choix est unanime. Là. Donc, les 3 nominés sont Sacha Pokolak, écoutez, 36 matchs, 21 buts, 60 points. Une augmentation de 32 points par ailleurs, contrairement à l'an passé. Fait parler de lui dans le Journal de Québec, dans les grands médias nationaux. Ouais. Donc, une bonne nouvelle pour la Ligue American Hockey. Fini premier pointeur de la Ligue. Sinon, au deuxième rang, probablement un des défenseurs de l'avenir du circuit, Simon Bourque. Seulement 23 ans, 36 points cette année. Première saison complète dans le circuit. Avait seulement joué 10 matchs l'an dernier. Bonne saison, comme je le disais également. Puis troisième rang, des 3L de Rivière-du-Loup, Michael Ward, 35 matchs, 34 points. Probablement un des défenseurs qui a vraiment levé son jeu d'un cran avec le départ de Simon Danny Pepin qui a fait très mal, on le sait, aux 3L de Rivière-du-Loup. Sur l'avantage numérique, Michael Ward, probablement un très bon passeur. Il envoie beaucoup de rondelles au filet. Également, défensivement, c'est un joueur qui s'est beaucoup amélioré. On reprochait beaucoup son jeu défensif dans les dernières années. Benoît Laporte me le disait que plus la saison avançait, plus qu'il sentait que Michael Ward, justement, faisait attention à ce jeu défensif. Donc, le choix final, c'est évident, on l'a mentionné un peu, le meilleur pointeur de la saison, Sacha Pokolak, 60 points, c'est remarquable. Je n'y ai pas parlé cette saison, j'aurais vraiment voulu demander ce qui a fait de différence cette saison pour faire autant de points. Je me rappelle de des matchs qu'on le voyait à Rivière-du-Loup, marquer 2 buts dans la même période, changer totalement le match à lui tout seul. Puis écoutez, c'est pas pour rien que ce joueur-là était un choix de première ronde, 14e au total des Capitals de Washington. On a vu vraiment tout son talent cette saison. Sacha Pokolak, là, c'est assez incroyable de voir sa progression de l'an passé. Je veux dire, bon, il a quand même connu une belle saison l'an passé, mais moi, c'est un des joueurs, vous savez, là, Pierre Nadeau est le doyen. Moi, je suis un peu le plus jeune dans la gang. Je suis arrivé l'an dernier lorsque les Pétroliers ont déménagé à Saint-Jérôme. Mais ce qui m'a fasciné, c'est de voir Pokolak à quel point il était dominant. On le voyait, il était partout en avantage numérique. C'est le seul qui était à la pointe et il est quand même assez imposant, mais est capable de, quand on dit travailler dans les deux sens de la glace, mais c'est, moi, de le voir faire tourner la rondelle dans un avantage numérique, c'est vraiment quelque chose de... On voit qu'il est en contrôle. L'avantage numérique des Pétroliers était fort cette année, c'est pas pour rien. Sacha Pokolak était une grosse partie de ça. Et c'est tout un joueur à voir aller en défense et je pense qu'il lui reste quand même... je pense qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour lui pour les prochaines saisons également. Et du côté de Pokolak, là, je me souviens très bien, on l'a vu débuter, je ne sais pas si tu t'en souviens, Pierre, avec Cornwall. Ouais. Et
jouait peut-être un bon match sur 2. Et là, pourquoi cette année, tout d'un coup, il explose comme ça? Est-ce qu'il faudrait lui poser la question? Mais probablement qu'il s'est trouvé une chimie avec les gars autour dans son équipe. Parce que là, on le voit, et il lance beaucoup plus qu'avant. Et puis, en plus, ça porte fruit. Il marque sur les avantages numériques. Et les joueurs attendent juste qu'il soit au bon moment placé, moment opportun, bang, tir sur réception. Je pense qu'il a marqué le 3/4 de ses filets en avantage numérique là-dessus. Alors, Pollock, cette année, tant mieux. Il vient de passer avec les grands, les Steve Gosselin, les Mathieu Medley, les Mathieu Dumas, etc. Et là, il le mérite bien. Mais je pense que cette année, en plus, il n'est pas mauvais défensif. Là. On parle juste d'une fiche offensive, c'est vrai. Mais défensivement, il n'est pas mauvais non plus. C'est dur de passer contre lui sur son bord. Alors, quelque part, je pense que enfin, Pollock a joué tous ses matchs dans le tapis. Et là, cette année, il reçoit le trophée. Et je veux juste ajouter, dans le cas de Pollock, on parlait de ses buts en avantage numérique. Je pense qu'il y en a 15. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il a 19 matchs avec 2 points et plus. Et voilà. Ça, quand on parle de 2 points, il y en a de 2 points, de 3 points et de 4 points. J'ai pas je pense que c'est 8, 8, 6, quelque chose comme ça. Là, mais en tout cas, c'est vraiment remarquable ce qu'il a fait. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui a la stat, c'est peut-être difficile à dire, mais je l'avais, mais je sais que c'est 19 matchs avec au moins 2 points et plus, donc il faut le faire. Oui, absolument. Mais je tiens à souligner aussi la page d'histoire que Sacha Pollock a marqué en étant le seul défenseur présentement dans l'histoire de la Ligue qui a réussi à finir premier pointeur d'une saison. C'est quand même pas rien pour un défenseur. Sincèrement, je trouve que c'est dans une ligue avec le calibre de jeu qu'on offre, de se retrouver premier pointeur en tant que défenseur, vraiment, je lui lève mon chapeau, je le félicite. Et tous les honneurs qu'on a vus là, sur les Journal de Montréal, Journal de Québec sont extrêmement mérités. Le Bobby Orr de la Ligue nord-américaine. Bobby Orr. Vincent, tu vas poursuivre ça, s'il te plaît. Vincent, tu vas continuer avec toi, s'il te plaît, si tu peux m'annoncer maintenant le prix pour le gagnant au niveau du meilleur leadership cette saison. Oui, on sait une catégorie assez le fun. Là, on sait dans la Ligue nord-américaine de hockey à 6 équipes. C'est du hockey intense à tous les soirs. Je pense que c'est des joueurs vraiment qui ont fait une différence dans leur équipe respective. Donc, c'est sûr que là, on va commencer avec le capitaine des Pétroliers du Nord, Francis Desrosiers. Saison de 32 points en 30 matchs, quand même 19 buts pour lui cette saison. Un joueur que peu importe le pointage, continue à jouer vraiment dans le fond au hockey. Sinon, un autre joueur qu'on connaît bien, Alexandre Quenel, limité à seulement 22 matchs, 35 points. Mais on le sait, comme on en parlait plus tôt dans l'enregistrement, c'est un joueur qui vraiment aurait pu, s'il ne s'était pas blessé en deuxième moitié de saison, aider les Marquis à peut-être batailler pour l'avantage de la glace. À un certain moment, on était assez près avec les Trois les Éperviers. Et au troisième rang, c'est le capitaine des Trois de Rivière-du-Loup, Jean-Philippe Chabot. Un sommet personnel pour lui cette saison avec 12 buts, notamment un match, un tour du chapeau une fois cette saison, 22 points, plus de 110 minutes de pénalité. Un joueur un peu différent de peut-être Quenel, qu'on peut comparer côté intensité, robustesse. Un joueur qui a lâché les gants à quelques reprises cette saison pour réveiller son équipe, en sachant clairement qu'il pognait parfois des joueurs plus gros que lui, mais pas peur de rien. Nombre de fois que je l'ai vu retourner dans le vestiaire durant, peut-être, avait bloqué un tir, retourner dans le vestiaire, revenir après ça 2 minutes après, enfin entrer après le match avec un œil au beurre noir, mais toujours souriant, toujours là pour répondre aux médias. Donc, le choix va s'avérer sur Jean-Philippe Chabot pour le vainqueur du leadership. Vraiment, je pense que les messieurs, vous entendez très bien que tout le monde prendrait un Jean-Philippe Chabot dans leur équipe partout dans la Ligue. Chabot a changé beaucoup de matchs. En tout cas, du moins, comme tu as bien mentionné, là, s'implique physiquement à des moments opportuns dans des rencontres. Et c'est pas mal ça qu'on attend d'un leader dans une équipe. Quand ça dort sur le banc, là, lui arrive, m'a te réveillé ça, moi, puis soit un but, une bagarre ou une mise en échec même, qui peut être solide. Effectivement, félicitations. Surtout monsieur, il faut se le dire, les Trois ont quand même eu de nombreuses blessures à leur tour cette saison. La perte d'Alexandre Bolduc a fait mal à m'amener. C'était quand même une bonne tête d'hockey, un bon meneur dans le vestiaire. Mais des gars comme Chabot, justement, ont réussi à peut-être amener l'expérience et aider quelques jeunes qu'on avait dans l'équipe aussi. Alors, c'est ce qui complète pour cette catégorie-là. Effectivement, messieurs, si je peux vous approuver là-dessus, j'approuve totalement Jean-Philippe Chabot pour l'avoir côtoyé à quelques reprises cette saison. C'est vraiment un leader incroyable. Effectivement, je pense que tout le monde le prendrait dans son équipe. Et on va poursuivre ça maintenant avec François Riopel. François, le plus jeune du groupe.
Pas le plus jeune en âge. Pas le plus jeune en jeune. âge, mais la recrue du groupe. Ouais, disons-le comme ça. La recrue. Oui, vas-y, François. François, maintenant, c'est à ton tour pour présenter la catégorie gentilhomme. Les meilleurs gentilshommes, 3 nominations. Ça commence tout d'abord avec les 3 L de Rivière-du-Loup, pendant qu'on voit justement les vidéos. On parle de Raphaël Bussière tout d'abord. Raphaël Bussière qui était un ancien choix de 2e ronde du Wild du Minnesota en 2012, qui a connu une très bonne saison de son côté. On va parler également de Maxime Lecourt de l'assurantière de Thetford Mines. Lui, on va le voir souvent, je pense, ce soir, Maxime Lecourt. Lui qui, on en a parlé tantôt, déjà remporté la Coupe Verdure avec Thetford Mines. C'est sa 6e saison dans la Ligue et connu, lui également, une très bonne saison. Et finalement, pour les Marquis de Jonquière, Yannick Riendeau. Yannick Riendeau qui en est à sa 4e saison lui aussi et qui a connu également beaucoup de succès, que ce soit dans la Ligue junior majeure du Québec, mais également dans la Ligue nord-américaine. Alors, c'est nos 3 nominés dans cette catégorie. Et pendant qu'on va regarder les vidéos de nos 3 nominés, c'est les vidéos du gagnant. Le gagnant vient de passer. Le gagnant, c'était celui du gagnant. Bon, je parlais un petit peu trop vite. Le gagnant était Maxime Lecourt de l'assurantière de Thetford Mines. Je parle un peu trop, des fois, ça arrive. Là, c'est bon. On pas avec ça. Alors, félicitations, Maxime Lecourt, le gentilhomme de la saison dans la Ligue nord-américaine. Alors, François, tu vas poursuivre ça. Je pense que Maxime Lecourt, on en a beaucoup jasé. On parlait de son sourire, on parlait de sa résilience dans ses débuts à rester pas nécessairement toujours habillé par rapport au fait que même s'il avait le talent d'être dans l'équipe, il a toujours été là, toujours été souriant, toujours positif. Je pense qu'on a fait le tour à ce qu'il s'agit de Maxime Lecourt, surtout qu'on va en parler souvent, effectivement, ce soir. On va passer à la prochaine catégorie maintenant, dans la catégorie recrue offensive de l'année. S'il vous plaît, François. Il y a beaucoup de compétition dans cette catégorie-là. Et on commence tout de suite avec des éperviers de Sorel-Tracy. On parle de Samuel Laberge. Samuel Laberge qui a terminé la saison avec 16 buts et 13 mentions d'aide en 33 matchs pour 29 points, qui a connu toute une saison de ce côté-là. Ensuite, pour les Pétroliers du Nord, Nicolas Poulain, qui a connu lui aussi une excellente première saison dans la Ligue nord-américaine avec 23 buts et 15 mentions d'aide. Et finalement, pour les 3 L de Rivière-du-Loup, Alexandre Bolduc avec 6 buts et 18 mentions d'aide pour 24 points et en 20 matchs seulement. Donc, ce n'est pas à négliger. Et le gagnant de la recrue offensive des Pétroliers du Nord, Nicolas Poulain, qui l'emporte. Et j'en parlais souvent lors des reportages là, des pétroliers. Nicolas Poulain qui a toujours, c'est un joueur que j'ai trouvé qui était toujours, si vous me passez l'expression, clutch. Le but que vous voyez ici présentement, c'est un but qui a donné, si vous me rappelez, c'est le but qui a créé l'égalité, une remontée de 5-2, je crois, là, en fin de match. Ou plutôt, c'est un but qui avait donné la victoire à l'équipe, en toute fin de match. Il y a eu beaucoup de moments comme ça en fin de match, des buts égalisateurs, des buts qui donnaient la victoire. Ça a été vraiment toute une première saison pour lui et je pense que c'est tout à son honneur de remporter ce trophée-là. Un petit mot pour Samuel Laberge. Vous m'en voudrez pas trop. Un jeune joueur qui est arrivé, ça lui a pris 3 rencontres environ à mettre ça à on, la switch. Et là, à un moment donné, on a vu le coup de patin, mais un vrai coup de patin. Et ça a vraiment probablement été un des meilleurs. Ça a été probablement un des leaders de l'équipe, mais pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment le choix. Il est tombé pratiquement tout seul. Il y a eu à un moment donné André Bouvin-Movisset qui était blessé, Brodeur était blessé. À un moment donné, fait que là, lui a explosé ou a éclos un petit peu avant son temps. Il n'a pas eu le temps vraiment de s'adapter. Alors, il a vraiment été le leader de l'équipe pendant pratiquement 2-3 mois. Et puis, en renfort à la fin de l'année, il y a des joueurs qui sont arrivés, ils ont donné un petit coup de main. Alors, un petit coup de chapeau quand même à Samuel Laberge. C'est quand même 3 jeunes qui se sont pointés dans notre circuit. Puis, bon, ben, tant mieux. Bravo à Nicolas Poulain. Peut-être un petit mot sur Alexandre Bolduc pour ma part. C'est sûr que quand on lui a annoncé qu'elle allait être en nomination pour recrue offensive à 34 ans, c'est senti comme dans son bon jeune temps, mais le trouvé quand même assez drôle de même partager sur sa page Facebook, mais quand même, je vous le disais, seulement 20 matchs de jeu et quand même 24 points. C'est un joueur qui
à son retour de blessure après 2 mois d'absence. Ça a pris 2-3 matchs à se remettre un peu en game shape, si on peut dire. Puis il y a une bonne dernière fin de semaine avec plusieurs points, avec notamment une étoile la semaine. Mais c'est un gars que sa production, ça va au-delà de ce qu'on peut voir sur la glace. C'est pas tous les joueurs de la Ligue américaine de hockey qui peuvent se vanter d'avoir joué un match en finale de la Coupe Stanley. C'est qu'il a fait avec les Canucks de Vancouver en 2011. Donc, un joueur qui a été capitaine dans la Ligue américaine à plusieurs reprises, a joué dans la KHL en Russie. Donc, plusieurs expériences en hockey qui font en sorte que ce qui a été un atout intéressant dans le vestiaire, notamment avec le départ de Simon Danny Pepin qui a fait très mal, un joueur qui est arrivé de la sorte comme Bolduc, fait du bien. Il même me dit, justement, hier, je lui ai parlé lorsqu'on a annoncé qu'on mettait fin à la saison, est intéressé à revenir encore une fois l'an prochain. Oh, Bonne nouvelle. Oui. ouais. Maintenant, on va passer avec Jean-Michel Poulain. Jean-Michel, maintenant, on n'aura plus de vidéos pour les prochaines catégories. Alors, ça va être plus facile pour toi de te timer. Oui, effectivement. Jean-Michel, c'est... On dirait que le soleil frappe fort chez vous. Oui, en Beauce, le soleil est fort, mais présentement, il n'y a plus de soleil dehors. Alors, c'est spécial. Je fais du sauna. Jean-Michel. Merci, c'est gentil. Mais oui, ben, on va commencer avec les gardiens de but. Mais ici, on en a parlé tout à l'heure. Là, ça se joue, cette recrue défensive-là, avec Francis Leclerc des Pétroliers du Nord et Étienne Marcoux de la Chirurgie de Thetford. On a fait le tour un petit peu de ces deux gardiens de but-là un peu plus tôt, mais quelle saison incroyable que ces deux gars-là ont eu respectivement. Et ils ont réussi aussi à trouver le moyen d'aller chercher des matchs parfois à eux seuls, alors que les Pétroliers peut-être jouaient peut-être des moins bons matchs et du côté de Thetford aussi. Alors, il faut leur lever notre chapeau. Et celui qui va remporter cette recrue défensive, c'est bien Étienne Marcoux. Encore une fois, là, c'est bien mérité de son côté. Ensuite, tu vas y aller avec la catégorie de l'entraîneur de l'année, s'il te plaît, Jean-Michel. Oui, du côté de l'entraîneur de l'année, encore une fois, vous avez du côté de l'assurance de Thetford Mines, Bobby Barry. Encore une fois, aura réussi à mettre une belle équipe sur pied, aura réussi à créer une chimie dans cette équipe-là avec beaucoup de nouveaux, encore une fois, cette année. Du côté des Pétroliers, par la suite, vous avez Pierre Pelletier. Qui est là aussi en nomination. Quel travail, lui, de ce côté-là. L'organisation au complet du côté des Pétroliers, il faut leur lever notre chapeau, là. Un solide travail de leur côté. Et aussi du côté de Benoît Laporte à sa première saison avec les 3L de Rivière-du-Loup. Lui avait plus un style à l'européenne, si on peut dire, en début de saison, mais avec un Vachon, par contre, qui l'épaulait comme assistant-entraîneur, ça l'a bien mixé. Et plus que la saison allait, ça allait de mieux en mieux de son côté. Et c'est Bobby Barry qui va aller chercher le titre d'entraîneur de l'année. Encore une fois, je pense que c'est bien mérité. On va poursuivre avec le directeur général maintenant de l'année, s'il te plaît, Jean-Michel. Et maintenant, tu voulais dire quelque chose, Jean? J'allais dire, écoute, il faut quand même, je pense que tout le monde, il faut souligner Bobby Barry, son travail. Il n'était même pas coach au début de la saison. Il a remplacé un entraîneur quand même qui avait une fiche positive. Il est arrivé là. Et là, vraiment, là, ça a comme monté encore plus. Son équipe n'arrêtait pas de gagner. Et puis, il était devenu imbattable tellement que dans notre tête, messieurs, je suis pas mal sûr qu'on les voyait tous en finale. Thetford cette année. Et puis là, on se demandait qui va pogner Thetford en finale. Alors moi, Bobby Barry, il est souvent contesté, il est souvent... mais ça reste que c'est tout un entraîneur. Puis c'est un gars qui choisit ses joueurs sur la patinoire au bon moment, prend des bonnes décisions. Honnêtement, bravo à Bobby Barry. Puis peut-être aussi, un peu comme tu l'as mentionné, un petit mot à M. Laporte, mais effectivement, Pierre Pelletier, malgré beaucoup de choses qui sont arrivées au cours de la saison, des joueurs qui ont quitté son équipe aussi, mais Pierre a quand même été capable de tirer son épingle du jeu et on voyait peut-être une finale au loin entre Laval et Thetford se dessiner. Ça aurait été écœurant, comme on dit. Alors, mais bravo à Bobby Barry, il mérite bien. Ouais. J'aurais peut-être dire un petit mot sur Benoît Laporte rapidement parce que si on compare un peu Simon Turcotte à Benoît Laporte, j'en parlais avec les joueurs, là, c'est totalement différent. On parle de Benoît Laporte d'un entraîneur qui arrivait avec du vidéo, très tacticien, alors que Simon Turcotte, c'est plus le genre d'entraîneur qui était proche de ses joueurs, plus d'émotions, plus genre à vouloir embarquer dans le game avec les joueurs, sur le banc avec l'équipe, même parfois en faisant des mimiques de joueurs aveugles aux officiels. On l'a vu l'an passé, les images passées. Mais écoutez, les gars m'en parlaient. Première pratique, les gars ont été très impressionnés. C'est un joueur qui a représenté la France, c'est un joueur aux Olympiques, coaché dans la Ligue élite en Allemagne, coaché plusieurs gros noms, dont Jamie Benn pendant le lockout. Donc, c'est un entraîneur qui arrivait quand même avec une belle carte de visite, mais une chance que Richard Vachon était là, puis un Carl Boucher quand même pour l'épauler.
Parfois, j'ai demandé avant le match, est-ce qu'on commence avec une bataille ce soir? Mais ça, je laisse ça à Carl. Ça me démontre un peu à quel point c'est l'entraîneur qui, en cours de saison, a appris à connaître la Ligue, a appris à connaître ses joueurs également. Mais quand même, chapeau dans la porte, on a eu beaucoup de blessés à Rivière-du cette année. Quand même réussi à se battre jusque dans la fin de la saison pour l'avantage de la glace. Malheureusement, ça aurait resté pris 3e rang. Là, Vincent, toi, tu calmes les shots de commencer des matchs avec des bagarres, c'est ça que tu me dis? C'est parce que des fois, on n'avait pas toujours des hommes forts dans l'alignement. Fait qu'on en avait, j'ai jamais posé la question, est-ce qu'on commence en Lyon ce soir? Est-ce qu'on commence avec la série sur Sunday tout de suite? Ben, des fois, Benoît me disait toujours, ça va être. Carl me dit qu'on allait commencer avec ça ce soir. Fait que, mais Vincent, il ne faut pas dire ça devant le commissaire. Écoute, c'est bien correct, Vincent, sérieusement. Je suis juste surpris. Tu as l'air d'un gars si doux, si tranquille. Ça compte la vie. Normalement, j'ai pas l'air de ça. Là. Alors, écoute, on va poursuivre avec Jean-Michel, s'il te plaît, maintenant dans la catégorie directeur général de l'année. Vas-y, mon Jean-Michel. Oui, bien encore une fois, vous avez Bobby Barry qui se retrouve là. Écoutez, les gars, l'assurance de Thetford Mines, moi, depuis que je me souviens, c'est tout le temps une équipe compétitive, va chercher des gros noms année après année. Donc, c'est normal que Bobby soit encore là, fait tout le temps un excellent repêchage. On parlait un petit peu plus tôt de Pierre Pelletier du côté des Pétroliers de Laval. Quel travail pour eux qu'ils ont fait prendre une équipe qui était dernier au classement, qui se sont fait sortir en 4 par Thetford et monter une équipe aussi rapidement, aller chercher des joueurs aussi. Si je me rappelle bien, vous regardez le nombre de joueurs locaux qui viennent de la région de Laval aussi. C'est très difficile à faire. Donc, encore une fois, un gros bravo à Pierre Pelletier et aussi Carl Boucher du côté de Rivière-du-Loup qui a dû lui aussi travailler avec son alignement pendant l'été. Avait perdu Simon-Denis Pépin, avait été échangé Kevin Veilleux à Saint-Georges contre David Poulain, a réussi à aller chercher les pièces manquantes et les 3L, plus que la saison avançait, mieux que ça allait. Alors lui aussi a fait un très beau travail de ce côté-là, Carl, mais je pense que Pierre Pelletier méritait du côté du directeur général le trophée du meilleur directeur général de la Ligue nord-américaine. Tu parlais, excuse-moi, Jean, tu parlais, Jean-Michel, que Pierre Pelletier, que l'équipe avait fini dernier l'an dernier, a réussi à terminer 2e, quand même pas trop loin de la première place non plus, mais il y a beaucoup de. Pierre Pelletier a fait un gros travail, tu l'as dit, a été chercher des gros morceaux. Maxime Massenauer, en partant, ça a été le premier gros morceau, je pense, qui a été cherché, qui a vraiment donné une espèce d'identité peut-être ou juste un peu plus de mordant à l'attaque là-dessus. Pierre-Luc Letourneau-Leblond qui a connu une belle saison aussi avec l'équipe. Je pense aussi en fin de saison, il y a eu Gabriel Paquin-Boudreau qui s'est amené avec l'équipe. Des joueurs, a été chercher beaucoup de joueurs aussi, des joueurs quand même un peu plus recrues, mais qui ont donné, on parlait de Nicolas Poulain, il y a un Charlie Roy à la défense qui a quand même fait du bon travail. Il y a eu plusieurs joueurs, un Brandon Hamelin qui, lui, comme saison recrue, lui arrive, il jouait universitaire l'an dernier, un ancien junior majeur, junior 3A, et là, il se retrouve avec 2 gars de la Ligue nationale sur son trio, Letourneau-Leblond puis Patrick Bordelot. Donc, il a connu vraiment toute une première saison. Puis Pelletier a été capable de justement de chercher ces éléments-là pour les mettre ensemble, puis se créer une équipe qui vraiment a pu compétitionner cette année beaucoup plus que l'an dernier. Il faut dire que l'an dernier, là, on s'entend, là, le déménagement de Berlin vers Saint-Jérôme puis tout ce qui s'est passé autour de ça, ça n'a vraiment pas dû aider. Mais je pense que cette année, un peu de stabilité dans l'équipe, ça a vraiment fait, ça a vraiment été bénéfique pour eux autres. Puis pour Pierre Pelletier, j'en ai parlé au début de saison, lui revenait chez eux à Laval au Colisée où il a été là pendant longtemps avec les Chiefs à l'époque. Je pense que ça a été un bon boost pour lui. Donc, félicitations à Pierre Pelletier pour tout un travail qu'il a fait cette année. Alors, on va poursuivre ça, messieurs. Maintenant, dans la catégorie équipe d'étoiles, Dominique, tu es présent, Dominique Bolduc? Absolument. Vas-y, mon Dominique, je te laisse présenter maintenant ceux qui méritent la palme dans chacune des positions pour l'équipe d'étoiles. Alors, on va débuter avec les meilleurs centres. Donc, du côté des meilleurs centres, on a Maxime Massenauer des Pétroliers de Laval et Maxime Lecourt de l'Assurantia de Thetford. Je pense que c'est sans équivoque, ces deux-là, au centre, ils sont dominants. Puis je pense que Pierre va être d'accord avec moi. Maxime Massenauer, lors des séries l'an dernier contre Jonquière, si ce n'était pas de sa blessure, je pense que c'est vraiment ça qui a causé la perte de l'Assurantia et que les Marquis l'avaient emporté. Mais Maxime Massenauer est un des joueurs de centre les plus redoutables du circuit. Puis on fait simplement regarder là, son pourcentage de réussite là, sur les cercles de mise en jeu. On parle de 59
38,3% d'efficacité. Là, il fait partie des meilleurs, puis en plus, capable de faire son nombre de points. Et Maxime Lecourt, bien écoute, je pense que c'est le joueur de l'année là, dans la Ligue nord-américaine cette année. Là, il a vraiment ressorti du lot, même s'il y en a qui disent « Ah, il est peut-être petit, tout ». Mais Maxime Lecourt a été vraiment l'étoile, le joueur de l'année, selon moi, du côté du circuit nord-américain. Maintenant, du côté des deux ailiers, bien, on a un jeune, puis on a de l'expérience, Nicolas Poulin, qui a connu une superbe première saison avec les Pétroliers du Nord. C'est un gars qui est vraiment moulé pour la Ligue nord-américaine, gros gabarit, capable de marquer des gros buts, très fort physiquement. Et Yannick Rideau, qui, cette année, a eu un début de saison un peu difficile, mais lorsqu'il a retrouvé sa touche, surtout en avantage numérique, où il contrôle vraiment l'attaque à 5 du côté des Marquis, a trouvé le fond du filet, 2 tours du chapeau, dont un match de 4 buts. Très bon du côté là, des passes, il est capable de trouver ses coéquipiers sur la patinoire vraiment de belle façon. Donc, du côté des deux meilleurs ailiers, là, on peut faire une belle équipe d'étoiles avec ça. Chez les défenseurs, bien, il ne faut pas passer à côté de Sacha Pokulak. Sacha a été le gros défenseur, comme on mentionnait tout à l'heure, le Bobby Orr du côté de la Ligue nord-américaine. Toute une saison pour Pokulak, tout un retour pour lui, pour le vétéran. Et Simon Bourque, qui est arrivé un peu par surprise l'an dernier. Il ne faut pas oublier qu'il y a moins de 2 ans, Simon Bourque faisait partie d'une transaction avec le Canadien de Montréal qui a amené Joel Armia avec le Canadien. Il faisait partie de cette transaction-là qui avait été envoyée à Winnipeg. A tout abandonné, s'est amené dans le circuit nord-américain et commencé à faire sa place. Cette année, Simon Bourque a été très dominant. Et pour terminer, évidemment, le meilleur gardien bien pour l'équipe d'étoiles, Étienne Marcoux, qui n'a aucune défaite en temps réglementaire cette année. C'est quand même assez surprenant. Une très belle moyenne devant le filet. Quand tu as une moyenne en bas de 3 dans la Ligue nord-américaine, c'est parce que tu fais partie des grands, c'est parce que tu es un excellent gardien. Donc, lorsqu'on regarde cette équipe-là, Massenauer, le court au centre, Poulin-Riendo à l'aile, Pokulak et Bourque à la défensive et Marcoux devant le filet. Je pense qu'il y a des équipes de la East Coast qui auraient de la misère à nous affronter. Puis je pense qu'on pourrait même compétitionner avec certaines équipes de la Ligue américaine. Peut-être que j'exagère un peu, mais avoir ces joueurs-là qui pratiquent à tous les jours et qui s'entraînent, je pense qu'on pourrait surprendre bien des équipes dans bien des équipes. Hey, si vous me permettez, il y a juste quelque chose qui me fait un peu rire. Je Oui. pense que Vincent n'était pas présent quand on lui a expliqué la façon que ça procédait. Vincent, si tu fais du bruit, la caméra switch en grosse image sur toi. OK. Je vais juste te le dire, t'es comme apparu. J'allais manquer de batterie, là. J'allais manquer de batterie, il fallait que j'aille me plugger, là. OK, parce qu'on t'a vu pendant que Dominique parlait, puis je pense que c'est parce que tu faisais du bruit. Ah, désolé. Ah, il n'y a pas de problème, écoute. Donc, moi, je voulais seulement peut-être faire une mention honorable parce que, vous savez, hier, j'ai annoncé que Marc-André Tourigny prenait sa retraite de la Ligue nord-américaine de hockey. Je pense que c'est important d'en faire mention. C'est 425 points en 293 matchs de saison et série. Probablement un joueur qui aurait pu se retrouver justement parmi les joueurs de centre sur l'équipe étoile. Premier pointeur de l'équipe. Deuxième pointeur de la Ligue nord-américaine de hockey avec 52 points. Donc, on va certainement se battre avec Pokolak pour le premier rang, finalement remporté par Pokolak. Mais c'est un joueur, comme je vous disais, Rivière-du-Loup a eu des blessures cette saison. Et si c'était pas de Marc-André Tourigny, je pense que l'Étoile aurait peut-être pu finir justement en 5e place, de changer des matchs. Je me rappelle un match contre les Marquis, justement. Je pense que Dominique va pouvoir t'en rappeler. Il a créé un but égalisateur en fin de saison, qui a créé l'euphorie. Finalement, Bussière a marqué après pour compléter la remontée. Mais j'aimerais peut-être souhaiter une bonne retraite à Marc-André, qui a vraiment marqué la population de Rivière-du-Loup. Initialement, c'est un joueur qui était venu remplacer pour le fun dans la Ligue nord-américaine de hockey. A réussi à faire sa place et devenir un des meilleurs joueurs du circuit, voire un des meilleurs joueurs de l'histoire des Trois de Rivière-du-Loup avec plus de 400 points en moins de 300 matchs. Alors, pour compléter là, avec le propos de Vincent, je voudrais, oui, moi aussi, souligner l'excellent travail que Marc-André Tourigny a fait pour la Ligue nord-américaine de hockey. Quel joueur! Je pense qu'il aurait dû, oui, effectivement, se retrouver aussi sur les centres de l'équipe étoile. Mais vraiment, on salue pour l'ensemble de sa carrière. Puis il y a une dernière saison il a fini ça en Lyon. Fait que tant mieux pour lui, tant mieux pour les 3L qui ont eu la chance de le voir performer. Alors, on lui souhaite une très bonne retraite. Et maintenant, on va poursuivre ça avec Jean Doyon. Jean, on finit ça avec toi. Jean, je sais que tu as faim, tu vas aller manger. Mais moi, je mange tout le temps. Présente-moi maintenant les trophées, soit la Coupe du commissaire, le trophée Guy Lafleur et le trophée Maurice Richard, s'il vous plaît. La Coupe du commissaire décernée aux champions de la saison régulière, ça ne sera pas difficile. On les connaît tous. 24 victoires, 8 défaites en 36 matchs, 52 points. Bravo à l'Assurantia de Thetford.
On le disait tantôt, c'était l'équipe à abattre cette année. Et encore une fois, parce que ça fait quand même 4-5 ans que cette équipe-là est solide. Et moi, je pense que pour le meilleur homme parmi nous pour résumer la saison de l'Assurancia, c'est Pierre Nadeau. J'aimerais ça, Pierre, que tu nous expliques un peu le déroulement de la saison de l'Assurancia. Il faut dire que c'est la deuxième année de suite que l'Assurancia a remporté le championnat de la saison régulière. L'an passé, ça s'est pas bien terminé. On espérait mieux cette année, mais quand tu mentionnes, Jean, que c'était l'équipe à battre, oui, sauf pour les pétroliers du Nord, parce qu'on en a arraché contre eux. Sur les 8 défaites, je pense qu'il y en a 5 contre les pétroliers, 4 ou 5 contre les pétroliers. Ça n'a pas été vraiment facile, mais oui, c'est une saison extraordinaire que l'équipe a connue. Et je dois mentionner qu'on n'a jamais, en temps réglementaire, connu 2 défaites de suite. On en a connu, mais c'était soit en prolongation, en tir de barrage, mais jamais 2 défaites de suite. Si ma mémoire est bonne, sur les 13 week-ends, qu'on jouait 2 matchs en 24 heures, on a 8 week-ends parfaits. Et en 11 occasions, je pense qu'on a remporté le premier match. Donc, c'est une équipe là, qui était vraiment là, au top cette année. Et j'aurais aimé voir, malgré tout, ce que ça aurait donné en séries éliminatoires. Effectivement. Puis, encore une fois, je pense qu'on s'attendait tous à une finale, peut-être Laval-Thetford. Et ça aurait été vraiment extraordinaire avec probablement dans les meilleurs joueurs du circuit, en tout cas du moins. Ça avait été extraordinaire, comme tu dis, Jean. Puis, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les duels entre les deux équipes, c'était tout le temps, moi, les 3 ou 4 matchs là, qu'on a eus au Colisée de Laval, ça a toujours été chaudement disputé. Il y a quand même beaucoup de rivalités. Tu vas me dire, une ligue à 6 équipes, il y a toujours les rivalités entre les équipes. Ouais. Mais j'ai l'impression avec Thetford Mines, l'Assurancia, Pierre, tu l'as dit tantôt, les pétroliers avaient le numéro de l'Assurancia cette année, mais ça donnait quand même des matchs assez intenses et assez relevés. Donc, je pense que ça aurait été si ça aurait été la finale, je pense qu'on aurait eu droit à une très bonne finale cette année. Je veux juste mentionner, François, tu as raison pour dire qu'au Colisée de Laval, c'était des matchs qui étaient serrés, mais pas au centre Mario Gosselin. OK. Jean, poursuis ça, s'il vous plaît, maintenant pour le trophée Guy Lafleur, s'il vous plaît. Ben, le trophée Guy Lafleur remis au meilleur pointeur. On va y penser comme il faut. Ben oui, c'est Sacha Pocolac qui l'emporte avec 21 buts, 39 passes, 60 points en 36 matchs. Et lui, ben, il remporte la palme, 8 points en avant de son plus proche rival, qui est Marc-André Tourigny de Rivière-du-Loup. Pas de mauvaise saison non plus. 52 points, comme Vincent le mentionnait tantôt. Devant également Maxime Lecourt, Yannick Tiffu, Maxime Messenauer, Hugo Carpentier, etc. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur notre Bobéor à nous? Vraiment, là, c'est vraiment la saison de Sacha Pocolac. Je pense que ce soir, c'est lui qui est le grand gagnant, avec Maxime Lecourt, comme tu le disais tantôt. Alors, le gagnant du trophée Guy Lafleur, le meilleur pointeur, c'est une évidence. Sacha Pocolac des Pétroliers du Nord. Maintenant, on va y aller avec le trophée Maurice Richard, s'il vous plaît, Jean. Ben, le trophée Maurice Richard, ben là, on va remettre ça à quelqu'un. Ça, c'est remis au meilleur buteur. Et là, le meilleur buteur, ça change un petit peu les données. C'est un jeune de 22 ans qui l'a gagné. Nicolas Poulain, des Pétroliers du Nord de Laval, bien sûr, avec Nicolas Poulain. 23 buts, 15 passes en 32 matchs pour 38 points. Mais c'est surtout au niveau des buts, c'est le meilleur buteur, 23 buts. Son plus proche rival était Sacha Pocolac, avec 2 buts de moins, et à égalité avec Maxime Lecourt. Et ensuite, on a Yannick Riendo, 19, et Francis Desrosiers, 19 buts. 23 points, Nicolas Poulain. Je pense que du côté de Laval, c'est la grosse découverte cette année. Joueur extrêmement rapide, mais surtout très dangereux devant le but. C'était le joueur à surveiller à tout bout de champ. On ne pouvait pas le laisser aller tout seul. Lui, il pouvait exploser à partir du coin de la patinoire, se retrouver dans le slot, puis bang, c'était terminé. Alors, vraiment, là, Nicolas Poulain, ça a été une très, très bonne saison pour lui. Je sais qu'il y a eu une blessure en fin de saison. Espérons que ça ne soit pas trop grave du côté de Poulain et pour Laval également. Mais ça reste quand même, c'est un des. Et lui, il faisait partie de tout un trio
Dominique vient à mon aide, j'ai un blanc de mémoire, là. Je pense que c'était avec Massenauer. Je te dirais, ça s'est promené un petit peu. Là. On l'a vu beaucoup avec Massenauer en fin de saison. Moi, je me rappelle d'avoir vu avec François Bouchard. François Bouchard, oui, exactement. Jean-Michel Daou qui était là également. Donc, moi, c'est Bouchard qui, du côté, quand on le voyait le plus à Sorel Tracy, c'était ce trio-là. Et il y avait du feu. Et pour ceux qui ne savent pas, Nicolas Poulain, qui est le fils de l'ancien joueur du Canadien, Patrick Poulain. Mais quand même, ça fait, puis tu l'as dit, Jean, puis je pense qu'on l'a dit un peu plus tôt, il était très dangereux, était également, dans des moments clés, là, il était capable de sortir l'équipe du trouble, disons-le comme ça. Ouais. Je veux juste aussi ajouter, François, qui a un frère qui va connaître une belle carrière. Il s'appelle Samuel Poulain, qui évolue pour le Phoenix de Sherbrooke et qui avait été le premier choix l'an passé des Penguins de Pittsburgh en première ronde. Bonne information, Pierre. Pierre, qui est toujours bien informé. Écoutez, messieurs, là, je ris un peu parce que vous m'avez demandé hors d'onde, tout juste avant qu'on commence les vidéos, vous m'aviez demandé quelque chose que j'ai quasiment le goût de vous laisser la parole à ce sujet-là. Vous êtes un peu plus violents que je le croyais, mais vous étiez tous unanimes que vous auriez aimé voir dans notre ligue la catégorie bagarreur de l'année. On a une ligue, on connaît l'identité de la ligue de l'époque. On a beaucoup changé, on a évolué au fil du temps, mais on a encore des gars qui font un travail que je considère comme un travail quand même assez ingrat. C'est un travail que je respecte à la fois et que plusieurs partisans sont très, très, très heureux d'avoir ces gars-là dans leur équipe pour protéger leurs joueurs. Fait que je crois que oui, vous avez raison, ils méritent quand même une certaine reconnaissance. Alors, à cet effet-là, je pense que je vais faire le tour de piste de chacun d'entre vous avant de clore la discussion en vous demandant s'il y avait eu une catégorie bagarreur de l'année, qui aurait été vos 3 nominés et qui aurait été votre gagnant. Bien sûr, on va commencer avec Pierre Nadeau. Vas-y, mon Pierre. Donc, tu n'as peut-être pas le meilleur gars pour les bagarreurs, là, mais je dois dire, malgré tout, j'ai pas le choix d'y aller avec Thomas Bellemare de l'Assurantia, qui est un joueur qui est craint. Également, pour moi, il y avait Patrick Bordelot avec Laval, là, parce que quand je ne sais pas qui parlait qui a fait quelques KO, là, moi j'ai vu Nicolas Dumoulin qui l'a affronté et c'était vraiment pas nécessairement Jojo. Donc, pour moi, c'est mes deux, là. Dans les autres aussi, il faut dire qu'il y a des gars, je pense à Dave Hamel, qui va à la guerre continuellement, qui refuse aucune invitation. Et ça, pour moi, c'est quand même beaucoup. Et je voudrais juste mettre une 4e étoile de l'Assurantia, Christophe Lausier, parce que Lausier, c'est un gars qui va à la guerre, qui va défendre ses coéquipiers et qui joue sur un trio régulier, puis qui n'a pas peur non plus de laisser tomber les gants quand la situation le demande. Effectivement, on va poursuivre ça maintenant avec, on était rendu dans l'ordre, c'était maintenant François Riopel, je crois, qui était... Non, c'est Vincent Lanois. Vincent, je vais dans l'ordre, je vais y aller dans l'ordre que j'ai fait tantôt, Vincent. Ouais, mes 3 choix, c'est certain que moi aussi, j'ai un petit favoritisme pour Thomas Bellemare. Écoutez, là, j'ai posé la question, curieusement, à Samuel Lévesque vers la fin de la saison, des 3 lui demandant c'est qui le bagarreur le plus dur à affronter. Me confirmer que c'est Thomas Bellemare, puis pour avoir vu une coupe de ses combats, une coupe de ses matchs, c'est surprenant de voir l'Assurantia qui trône au sommet du classement, mais réussit à avoir probablement l'un des meilleurs hommes forts du circuit. Donc, moi, mon premier choix va s'avérer sur Thomas Bellemare. Je n'ai pas le choix de faire une mention également à Samuel Lévesque, qui a eu certaines blessures cette saison. Donc, certains combats, je me rappelle un combat comme Dave Hamel qui n'a pas été facile à Saint-Georges, revenait de sa blessure, avait mangé une bonne volée, mais le lendemain, avait livré un bon combat, je me rappelle. Donc, je donne une étoile aussi à Samuel Lévesque. Puis la 3e, je pense, quelqu'un qui m'a surpris, puis c'est un homme fort qu'on dirait que les années continuent à prendre confiance, c'est Dave Hamel avec le Cool FM. Je pense que c'est lui qui a le plus de combats dans le circuit, puis justement affronter n'importe qui, puis je pense qu'au final, a prouvé qu'il reste encore de bonnes années devant lui, puis qu'il n'a pas peur. C'est un joueur qu'on a connu ici avec les 3 de Rivière-du-Loup, a eu la chance d'apprendre de joueurs comme Ryan Murphy et Samuel Lévesque, et maintenant il roule sa business avec le Cool FM. Ensuite, on va poursuivre avec François Riopel. On est rendu à toi, là, François.
Ben, je vais abonder dans le même sens que les autres. Dave Hamel, qui, je pense, continue là, d'année en année à amener ce côté robustesse-là. C'est le joueur qui est le plus puni cette année dans la Ligue nord-américaine. Je pense que c'est un nom qu'on ne peut pas passer à côté. J'ai quand même, il y a un nom qui, je pense qu'on va voir un peu plus souvent dans les prochaines années, qu'on n'a pas vu beaucoup. Il a joué une douzaine de matchs en fin de saison. C'est Cédric Labelle des Pétroliers du Nord. Ça, c'en est un qui arrive, il est tout jeune. Là, je m'appelle 21-22 ans, mais recule devant à peu près personne là, dans les 12 matchs qu'il a disputés jusqu'à maintenant dans la dernière saison. Donc, je pense que ça va être un bon futur homme fort, si on veut, dans la Ligue nord-américaine. J'ai toujours J'ai toujours préféré, par contre, un homme fort qui est capable de jouer en même temps. Et on parlait de Christophe Lausier un peu plus tôt. Tu sais, quand même obtenu 26 points cette saison. Un Jean-Philippe Chabot également là, qui peut jouer qui peut jouer des points, mais des points aussi, si vous me passez l'expression. Donc c'est un peu ça. Peut-être une mention honorable à Chris Cloutier des Pétroliers aussi, là, qui quand même aussi dans les plus punis, qui a dépassé la barre des 400 matchs joués dans la Ligue nord-américaine cette saison. C'est vraiment tout à son honneur. C'est pas... raté quand même quelques matchs là, en raison de blessures cette année, mais qui quand même continue et c'est quand même un gentleman en dehors de la glace. Je pense qu'ils sont à peu près tous des gentlemen en dehors de la glace, mais Chris qui est quand même capable. Et ça, c'en est un qui fait longtemps qu'il roule sa bosse. Lui, pour vous donner une idée, il était avec les Chiefs de Laval à l'époque, là, une 10-15 d'années. Donc, c'en est un qui fait longtemps qu'il roule sa bosse dans la Ligue. Puis je pense que ça mérite une mention honorable aussi. On va poursuivre avec Jean-Michel. Jean-Michel? Pas le choix d'y aller de mon côté aussi avec l'homme fort du Cool FM, Dave Hamel, pour avoir la chance de le voir, lui, à chaque fin de semaine. Il veut de la viande, il en veut. Malheureusement pour lui, parfois, il n'y en a pas du côté des équipes adverses. C'est hors de son contrôle, mais affronte n'importe qui, n'importe quand. Donc ça, c'est clair qui est dans mon top 3. Pas le choix d'y aller non plus avec Patrick Bordelot. Écoutez, c'est un gars... J'ai rarement vu un joueur dominant comme ça, un bagarreur dominant comme ça dans les dernières années. Le seul bagarreur, moi, que j'ai vu lui tenir, c'est Hubert Poulain l'année dernière qui a tenu son bout avec. Alors, Patrick, lui aussi, mérite d'être là. Mention honorable, je pense, à Lacroix du côté de Sorel. On n'en a pas beaucoup parlé encore, mais c'est un gars qui fait face à la musique aussi. Il n'y a pas beaucoup d'aide de ce côté-là depuis quelques années à Sorel, mais mérite aussi d'être là. Et Lausier, ça c'est clair, je ne pensais jamais dire ça de Lausier. C'est un joueur que j'adore détester, mais mention honorable aussi à Lausier du côté de Thetford Mines. Bon, on va poursuivre avec Dominique maintenant. Encore une fois, un peu comme Vincent, mon premier choix, c'est Thomas Bellemare. Thomas Bellemare, après toutes ces années, qui est dans cette ligue-là, vraiment a toujours été très, très, très redoutable. Je n'ai pas vu grand bagarreur avoir le dessus sur Lausier. Peut-être la dernière fois, je me souviens, c'est Alex Penner des Marquis de Jonquière. Là, il faut remonter à plusieurs années. Sinon, Dave Hamel, c'est vraiment une surprise parce que moi, je me souviens lors de son arrivée dans la Ligue il y a quelques années, il avait de la misère à se tenir sur ses patins, mais il était là pour se battre. Il s'est battu vraiment pour gagner sa place, puis il l'a gagné. Il s'est grandement amélioré, puis il recule devant personne. Donc, Dave Hamel, mention spéciale. Puis Samuel Lévesque. Samuel Lévesque, c'est un joueur qui est capable de faire quelques présences sur la glace, capable de donner des bons coups d'épaule, puis capable de, avec un combat, de changer l'allure d'un match. Puis il l'a fait cette année dans les affrontements contre les Marquis, où j'ai eu la chance de décrire les rencontres, avec un simple coup d'épaule, avec une simple présence devant le filet. Pas nécessairement besoin de lâcher les gants, mais il était capable de changer le tempo d'une rencontre. Puis avec François, je vais être d'accord de dire que Chris Cloutier, une mention spéciale, plus de 400 matchs, lui aussi capable de faire des présences sur la glace. On l'a utilisé quelques fois en défensive, puis il faisait son chiffre. Puis Chris va reculer devant personne, puis un peu showman également, s'en prend encore un petit peu dans ce circuit-là. Lui, il fait vraiment partie là, de l'histoire de ce circuit. Il a traversé un peu l'histoire de cette ligue-là. Il est là depuis déjà une quinzaine d'années. Donc, c'est mon top 3 avec la 4e étoile à Chris Cloutier. Jean Doyon maintenant, c'est Jean qui voulait en parler absolument. Il ne lâchait pas. Il dit pourquoi vous ne faites pas ça? Jean, il m'en parlait.
c'est le jeune du circuit, là. C'est Vincent Lanois. Vincent Lanois. C'est le plus jeune. Non, mais sérieux, moi j'ai peut-être un œil un peu plus. Premièrement, il faut lever notre chapeau à tous ces joueurs-là, un après l'autre. On les a probablement pas tous nommés, mais d'aller là à la guerre, de s'habiller au complet là, pour aller lâcher les gants. Bien souvent, ça va être la seule fois que tu vas faire un chiffre dans ton match. Là. Moi, je pense qu'ils méritent tous notre admiration là-dessus. C'est vraiment solide. En plus, on en a perdu un cette année qui est décédé, notamment, je ne me souviens plus malheureusement de son nom. Brandon Christian. Ouais, effectivement. Alors, tu sais, encore une fois, c'est des gars qui mettent même leur santé un petit peu en danger. Moi, j'ai peut-être un œil un peu plus léger, je vous dirais. Mais moi, si j'avais une équipe, mon premier choix, ce serait Christophe Lausier. J'aimerais avoir un bagarreur aussi fort que ça, un joueur aussi détestable que ça, mais un gars que tu mets devant le but et il est capable de mettre dedans. Lui, il l'a prouvé. Mon deuxième choix, puis ça me surprend que Dominique n'en ait pas fait une mention, mais Danick Paquette, je ne déteste pas ce genre-là. Peut-être des mauvaises pénalités de temps en temps qui coûtent des matchs, mais ça reste, c'est un joueur que quand il embarque sa glace, tu regardes où ce qu'il est. Tu veux être sûr qu'il ne s'en vient pas comme une machine dans le coin et qu'il ne s'en vient pas sur toi. Moi, je pense que c'est le genre de joueur-là que j'aime bien. J'aimerais bien avoir dans mon équipe. Puis j'aimerais bien qu'il soit sur un trio pour protéger un joueur ou protéger, mettons, un duo. Et en plus, tu es capable de, mettons, compléter avec du hockey, tant mieux. Puis l'autre, ben, je te dirais que le blond des tourneaux, je trouve qu'on l'a peut-être pas vu beaucoup, mais ouf, ça sort lui aussi. Les autres bagarreurs, on les connaît tous. Mais disons que cette année, ce qui m'a surpris, ça a été le blond, les tourneaux, qui était peut-être une surprise un peu pour moi. Je ne le connaissais pas du tout. Je ne suis pas le genre à regarder les bagarres sur Internet, là, mais j'avoue que les peu de fois que je l'ai vu, ça a été quand même assez solide. Mais encore une fois, c'est dur de mettre, un bravo là, sur un seul bagarreur. Ils sont tous solides, ils donnent des spectacles, puis les gars reviennent, puis ils connaissent leur job. Ils ne font pas du reculon, je veux dire, ils vont, puis that's it. Alors, quand même, bravo. Je crois qu'il méritait ce bravo-là. Je crois qu'il méritait quand même une reconnaissance de la part de la Ligue. Alors, messieurs, vous l'avez proposé, c'est fait. Je crois que les gars vont l'apprécier énormément. Puis, comme je dis, écoute, pour tous les sacrifices qu'ils font, cette reconnaissance-là est très bien méritée. Alors, sur ça, c'est ce qui complète la remise des prix de cette saison 2019-2020. Écoutez, restez informés de la Ligue, restez à l'affût là, des prochains développements. Ça change à chaque jour. Alors, pour nous aussi, là, on va avoir des décisions à prendre très rapidement. Messieurs, merci de vous être portés volontaires pour les nominations, les gagnants. Jean, tu as quelque chose à rajouter? Ben moi, j'espère que là, on vit un drôle d'événement. On n'a pas eu de série cette année. C'est bien dommage. Mais j'espère une chose, c'est que les gouverneurs de la Ligue nord-américaine et même son commissaire vont être en mesure d'aller chercher peut-être le maximum qu'on peut aller chercher, peut-être des gouvernements. Là, il faut se dire une chose, c'est que la Ligue nord-américaine, ce n'est pas une petite entreprise. C'est une très grosse entreprise. Il y a beaucoup de monde qui vont dans les arénas. Ça implique énormément de monde. Et là, ce n'est pas des retombées avec le McDonald's qui est à côté, des affaires comme ça. C'est des joueurs qui sont bien payés. C'est du talent qu'on voit. Moi, j'aime la Ligue nord-américaine parce que c'est du jeu intelligent qu'on a. Ça m'intéresse, moi, ça. Alors, c'est des bons joueurs qui s'amènent chez nous. Ils peuvent nous montrer leur talent et on le voit. Alors, moi, je souhaite vraiment là, que les gouverneurs aillent chercher les montants d'argent qu'il faut. C'est pas de la faute ni de la Ligue nord-américaine ni de personne. C'est de la faute aux circonstances. Le gouvernement l'offre. Si on a des choses à aller chercher pour garder nos équipes en santé et en vie pour la prochaine saison, parce que quand même, M. Rousseau a mentionné quelque chose, c'est vrai que ça mettait un peu en péril l'avenir de notre circuit. Mais j'espère juste qu'on va prendre les bonnes décisions puis y aller de l'avant là-dessus, puis qu'on soit capable, disons, peut-être d'aller chercher des choses à long terme ou à court terme du moins, puis survivre de façon à ce que personne fasse de cauchemar parce qu'il n'y a pas de monde ou qu'on commence bien l'année prochaine. Je peux me permettre, Jean? Oui, je vais juste rajouter, Jean, parce que je suis d'accord dans ce que tu dis, mais premièrement, c'est sûr que la survie de la Ligue dépend énormément de nos commanditaires. Chaque équipe a des commanditaires et on n'a pas des multinationales comme commanditaires dans la majorité du temps. On a des PME qui sont présentement, pour la plupart ou pour certains, très affectés par ce qu'on vit présentement.
C'est sûr que la survie de la Ligue dépend de leur bonne volonté à vouloir continuer de nous appuyer. Oui. Il n'y a aucune équipe qui va pouvoir continuer si on perd la moitié de nos commanditaires la saison prochaine. C'est malheureux, mais écoute, c'est urgent de pouvoir faire quelque chose pour redresser la situation. Au niveau économique, là, je parle au Québec en général, la Ligue en souffre, mais le Québec en souffre au complet. Alors, je pense qu'on ne va pas nécessairement penser juste à s'apitoyer sur nous, mais on va espérer fort pour que nos compagnies qui nous soutiennent, ces PME-là, qu'eux autres puissent se sortir de cette crise-là, premièrement. Puis, c'est les prochains mois qui vont déterminer là, au niveau des entreprises, à savoir si nous, on peut survivre là-dedans, parce que tu sais comme moi, Jean, qu'on ne peut pas faire notre chiffre d'affaires seulement avec l'argent des prix des billets à l'entrée. C'est pour ça qu'il faut aller chercher le maximum de ce que le gouvernement semble vouloir offrir et peut-être aller voir, leur dire, écoute, on est une grosse entreprise, nous, là, on est capable, on déplace du monde, on est là. Alors, quelque part, je pense que c'est important d'aller, s'il y a quelque chose à aller saisir comme opportunité, d'aller la prendre. Si je peux rajouter un dernier point, Jean, je vais te dire, même au-delà des opportunités présentement qui s'offriraient pour aller chercher des montants d'argent du gouvernement dans le cas de la crise qu'on vit actuellement, je crois que cette démarche-là auprès du gouvernement, c'est quelque chose que j'ai déjà envie d'entreprendre dans les prochaines semaines, prochains mois, peut-être attendre un peu, je ne sais pas, mais tout simplement pour avoir cet appui-là à l'année et pour les prochaines années à venir. Oui, parce que Jean, tu vas être d'accord avec moi, la Ligue junior majeure du Québec qui prennent des jeunes joueurs dans la vie de tous les jours, qui vont à l'école et travaillent ces joueurs-là pour les mouler dans un moule de joueurs professionnels pour aller vivre leur vie de joueurs professionnels. C'est vraiment noble de leur part et ça, je respecte et j'admire énormément leur travail. C'est une ligue très bien organisée. Mais de notre côté, je pense que le travail qu'on fait est tout aussi noble, c'est-à-dire qu'on prend ces joueurs-là en tant que joueurs professionnels et on les ramène ici au Québec et on sert de transition pour les ramener dans la vie de tous les jours, à devenir des humains, à devenir des travailleurs. On aide même souvent à lui développer des contacts pour avoir un emploi. Alors, à cet effet-là, je trouve qu'on ne parle pas assez du bien que nos propriétaires font à l'ensemble de la communauté hockey québécoise. C'est-à-dire qu'on offre cette deuxième chance-là à certains de revenir, soit qu'ils ont des familles, soit que ces gens-là, leur carrière est terminée en Europe, mais qui veulent extensionner ça encore pour quelques années ici au Québec devant leurs proches, leurs amis. Fait que tout ça pour dire que je pense que cette ligue-là a été longuement décrite comme une ligue seulement bagarreur, mais avec les dernières années, on est capable de prouver maintenant avec la liste de joueurs qu'on a, qu'on est vraiment une ligue de hockey de très haut niveau, soit la troisième ligue la plus forte après le Canadien de Montréal et la Ligue nationale, ainsi que le Rocket de Laval et la Ligue américaine. À cet effet-là, oui, Jean, on va faire des démarches auprès du gouvernement, mais je ne pense pas que cette démarche-là devrait être effective seulement pour un an. Je pense que le gouvernement devrait nous appuyer pour les prochaines années à venir. On parle très peu des dépressions dues aux fins de carrière, mais je crois qu'on en a sauvé plusieurs, moi, d'après moi. Là. Si je peux me permettre, Renaud, la Ligue nord-américaine est une ligue très résiliente. Je pense que dans les dernières années, dans les 2, 3, 4 dernières années, j'ai l'impression que tout le monde disait « Ah, la Ligue va fermer, la Ligue va fermer », et la Ligue revient toujours plus fort. Fait que je ne suis pas, sans dire que je suis 100% certain de l'avenir de la Ligue nord-américaine, je pense que je suis confiant. C'est une ligue qui est quand même très résiliente. Puis la Ligue est un besoin pour justement ces joueurs-là. Tu le dis, ces joueurs-là qui sortent d'un environnement professionnel pour les ramener dans un environnement un peu plus, en guillemets, normal. Je pense que c'est nécessaire. Puis oui, tu l'as dit, c'est plus le produit qu'on avait il y a 10-15 ans. Là, on est dans vraiment un calibre de jeu très élevé. Beaucoup de joueurs, on se rappellera le tableau qu'on avait vu avec la provenance des joueurs, ceux qui ont joué professionnels, ceux qui ont joué en Europe, ceux qui ont joué dans la Ligue nationale. Je pense que il y a un besoin pour ce hockey-là au Québec et je pense que je pense qu'il y a de la place et je suis quand même confiant pour l'an prochain qu'on va tous se retrouver là, pour la 25e saison. Et si je peux ajouter quelque chose, messieurs, après l'isolement que les gens vivent actuellement, ils vont avoir besoin en sortant de loisirs. Et si on peut être ce loisir-là, le sport des Québécois, si on peut attirer ces gens-là, je pense qu'on va pouvoir faire revivre cette ligue-là de belle façon. Exactement, absolument. Alors voilà ce qui complète, messieurs. Encore une fois, je vous dis un gros merci. Merci aussi à nos partisans. Merci d'avoir été présents dans nos arénas. Vous êtes la raison pourquoi on continue encore à vous divertir et à organiser tous ces événements-là, ces saisons-là qui continuent d'année en année.
merci à vous, chers partisans. Merci à nos partenaires. On va avoir besoin de vous assurément. Écoute, pour les années à venir, on est en même temps, on est sympathique à la cause de tous ceux qui sont affectés présentement avec cette crise-là. Alors, on tient à vous remercier. Et on tient aussi à remercier tous ceux qui ont pris leur abonnement du TV.LNAH. Vous ne savez pas à quel point vous avez fait la différence dans une saison comme celle-ci. Ces abonnements-là ont été nombreux. Écoutez, on va s'améliorer d'année en année, assurément. Certaines personnes ont eu de la difficulté. Dans certains cas, c'était vous le problème. Dans d'autres cas, oui, on a eu aussi nos problèmes à quelques reprises. On a vraiment essayé de faire du mieux qu'on peut. Je crois qu'on a offert un service à la clientèle avec Alain Fortier, que je salue. Alain, s'il y a une étoile à qui j'ai le goût de donner la mention du joueur de l'ombre, Alain Fortier, tu seras probablement ma première étoile avec tout le travail colossal. Les messieurs, vous allez probablement approuver si vous étiez en ondes, si vous aviez un micro. C'est grâce à Alain Fortier. Alors, Alain, on te salue, on te dit un gros merci. Et je complète sur ça, messieurs. Encore une fois, merci à vous tous d'avoir pris part à cette nomination et distribution des trophées. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Renaud. Bon été à tous. Soyez prudents, lavez-vous les mains, restez chez vous. Puis, on veut vous revoir dans nos arénas à l'automne prochain. Merci.